2, épisode 1, sur le thème de la virtualisation de serveurs. Donc, moi, je me présente, donc je suis Cyril Renard, je suis actuellement administrateur système et réseau chez Extrémité. Du coup, je vais aborder avec vous tout ce qui tourne autour de la virtualisation, mais pas seulement. On va aussi parler forcément un peu des notions de PRA et des notions de sauvegarde. Donc, pour tout ce qui est session de questions et de réponses, je vous propose de faire ça à la fin, puisque ça sera beaucoup plus simple pour moi de répondre à la fin qu'au fil de l'eau sur les différentes questions que vous aurez sur ce thème. Donc, pour commencer, les différents thèmes qu'on va aborder durant cette présentation, donc forcément, qu'est-ce que la virtualisation? Les différents acteurs dans le domaine de la virtualisation, les avantages évidemment de celle-ci, et comme je disais tout à l'heure, on va aborder les notions de sauvegarde et de PRA. Et à la fin, on terminera avec la session de questions-réponses. Donc, qu'est-ce que la virtualisation? Donc, je ne sais pas si vous connaissez cette notion, je suppose que vous en avez déjà entendu parler au fur et à mesure parce que c'est quand même quelque chose d'assez répandu maintenant par rapport à une trentaine d'années. Donc, il faut savoir que la virtualisation, pour faire pour la petite histoire, ça n'a pas commencé dans les années 2000, ça a commencé bien avant, dans les années 80, avec des systèmes, des gros systèmes serveurs, chez IBM par exemple, où là, ils ont commencé à faire de l'accélération matérielle avec la mise en place de VM, de machines virtuelles. Donc ensuite, dans les années 90, ils ont commencé à implémenter ça sur les ordinateurs personnels. Mais c'était très, très marginal, c'était pas très répandu, et ça s'est vraiment démocratisé à partir des années 2000, et plus au niveau du public, comme vous pouvez le connaître avec par exemple VirtualBox. Ça a commencé comme ça, si on voulait faire son propre lab sur son PC personnel, et après les gros acteurs hein, sont arrivés aussi dans les années 2000, comme vous connaissez sûrement Microsoft, VMware et Proxmox, et d'autres, Citrix par exemple. Donc, qu'est-ce que la virtualisation? Alors, la virtualisation, c'est en gros, je prends une machine physique qui peut héberger plusieurs machines à l'intérieur. Donc, avant, on avait le schéma pas compliqué, on avait un serveur physique qui avait une tâche prédéfinie. Par exemple, on avait un serveur physique pour l'Active Directory, un serveur physique pour la messagerie, un serveur physique pour le RP, etc., etc. Donc, on démultipliait le nombre de serveurs physiques en fonction des besoins. Donc, ensuite, donc ça amenait quoi? Ça amenait qu'on avait du coup une baie remplie avec une consommation électrique assez élevée. Et du coup, on s'est dit, c'est vrai qu'avec une machine physique, du coup, on n'exploite pas forcément toutes les ressources de celle-ci, parce qu'on avait un processeur qui pouvait peut-être être utilisé à 5%, 10% ou 30%. Donc on s'est dit, on va essayer de rationaliser tout ça, d'exploiter au maximum les ressources machines. Donc, on a fait quoi? On s'est dit, on va mettre des machines virtuelles à l'aide d'un hyperviseur. Donc, un hyperviseur, en fait, c'est un orchestrateur, c'est un chef d'orchestre. Lui, il fait quoi? Il va prendre les ressources de votre machine physique et il va l'attribuer à vos différentes machines virtuelles. Donc, du coup, là, maintenant, au lieu d'avoir 10 serveurs physiques, on pourrait très bien avoir un seul serveur physique qui héberge votre ERP, votre serveur de messagerie ou votre Active Directory directement. Donc, par exemple, avec un serveur qui fait 128 Go de RAM, on peut très bien allouer 16 Go à un serveur, 32 à un autre et 32 encore à un autre. Alors, on peut exploiter réellement la pleine puissance du serveur physique avec la virtualisation et en utilisant les différentes ressources de l'ordinateur. Donc, on peut agréger du processeur, hein, du temps processeur, on peut agréger de la mémoire vive, on peut agréger du disque. On peut vraiment, toutes les ressources de l'ordinateur physique peuvent être attribuées à différentes machines virtuelles. Donc, comme je disais, la virtualisation, ça sert à quoi? Ça sert à faire fonctionner plusieurs machines virtuelles sur une seule machine physique ou plusieurs machines physiques. On peut faire fonctionner, évidemment, on peut avoir par exemple un cluster de machines physiques avec plein de machines virtuelles à l'intérieur. Bien sûr, ça c'est aussi possible. Un hyperviseur, c'est quoi? C'est nécessaire pour la mise en place du coup de la virtualisation. On est obligé d'avoir un hyperviseur comme chef d'orchestre pour pouvoir justement agréger toutes ces machines, toutes ces ressources physiques pour les attribuer à nos machines virtuelles. Donc, on peut également, ce qu'on peut faire, c'est on peut créer une nouvelle machine à l'intérieur de notre virtualisation, mais aussi on peut transformer réellement
on peut prendre une machine physique et la virtualiser. Ça, c'est aussi possible, ça évite de repartir de zéro. Donc, si jamais vous avez un vieux parc informatique, une vieille infrastructure avec des serveurs physiques, on peut très bien, entre guillemets, les aspirer, hein, et les balancer dans notre virtualisation, dans notre système virtuel. Donc, les principaux systèmes qu'on peut virtualiser, bah, forcément Windows, donc la plupart des versions. On peut aller de Windows 2003 jusqu'à Windows 2019, voire de même 2022 maintenant. On peut aussi virtualiser des systèmes clients. On peut virtualiser du Windows 7, du Windows 8, du Windows Vista, ce que vous voulez. On peut aussi virtualiser du Windows XP, même si forcément c'est plus très recommandé. Mais dans certains types de sociétés, type les industries qui contrôlent des machines, bah, on voit encore du Windows XP, on n'a pas forcément le choix, donc on met encore du XP. Et aussi, on peut virtualiser du Linux. Donc, ça va du CentOS, du Red Hat, ce que vous voulez, de la Debian. On peut virtualiser autant de systèmes qu'on veut au niveau Linux. Par contre, ce qu'on ne peut pas faire, c'est virtualiser du macOS. Je le précise, parce que Apple, ils aiment bien rester entre eux, donc ils se sont dit non, on n'a pas envie de donner notre code source pour qu'ils puissent le virtualiser, donc on ne peut pas virtualiser du macOS. Par contre, si, on peut virtualiser du macOS si on a macOS. Très pratique. Donc, un hyperviseur, c'est quoi? Non, ça ne sert pas à mieux viser. Hein. C'est un système de gestion pour virtualiser des systèmes d'exploitation. Donc, il existe de multiples hyperviseurs. Donc, il y a plein d'acteurs il y a quelques acteurs sur le marché qui proposent la virtualisation. Et un hyperviseur, ça permet d'utiliser, du coup, comme je l'ai dit, au maximum les ressources physiques pour héberger différentes machines virtuelles selon les besoins. Donc, rapide tour des différents hyperviseurs. Donc, vous avez qui? Vous avez Microsoft Hyper-V, qui est très connu. Donc, différentes versions. Vous avez vous pouvez très bien voir la version 2012, 2016, 2019. Vous avez VMware aussi, qui est qui est aussi très connu, qui est un grand acteur de la virtualisation, qui existe depuis quand même un certain temps. Donc, VMware ESX. Donc, la dernière version, c'est la 7.0 à date aujourd'hui. Et vous avez quelque chose d'un peu moins connu, mais qui va intéresser les gens qui n'ont pas forcément de budget à allouer à ça ou qui veulent quelque chose de gratuit, c'est Proxmox. Alors Proxmox, ça tourne sur Linux, comme VMware. VMware aussi, c'est du Linux. Donc Proxmox, ça tourne sur Linux, mais il faut savoir que c'est surtout réservé à un public averti qui sait vraiment ce qu'il fait et qui n'a pas peur de mettre les mains dedans. Parce qu'il y a une grande communauté, comme tout Linux en fait, hein, il y a une grande communauté sur Internet, vous pouvez vous aider, il y a des forums, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir s'approprier ça, pour pouvoir répondre à différentes problématiques que vous avez là-dessus et pour se former. Mais il y a vraiment un réel temps personnel à avoir et de l'investissement pour pouvoir se mettre là-dessus. C'est clair. Et surtout, il n'y a pas autant de fonctionnalités que les acteurs payants, forcément, sinon il n'y en aurait pas, ce ne serait pas payant. Donc, il y a beaucoup moins de fonctionnalités et l'interface n'est pas aussi claire que du VMware ou de l'Hyper-V. Même si Proxmox tend à s'améliorer, il a sorti un outil de backup il y a 2 ou 3 ans, Proxmox Backup. Avant, ça n'existait même pas. Vous n'aviez aucune solution pour sauvegarder votre environnement sous Proxmox, à part directement vous débrouiller à prendre des fichiers et à les sauvegarder vous-même, voilà, en sauvegarde manuelle. Donc, Microsoft Hyper-V, si on va un peu plus dans le détail, donc ça fait partie directement de la suite Microsoft Windows Server que vous connaissez. Donc, c'est directement dans les versions, vous avez des versions exprès pour ça, la version Hyper-V qui fait que ça. Ou alors, vous pouvez la trouver aussi dans la version standard, qui est la plus répandue actuellement, ou la version Data Center. Après, les différences entre ces trois versions, c'est que la version Hyper-V, elle est très épurée et elle fait que ça. La version standard, bah, vous la connaissez, elle fait tout ce que propose la version, ce que propose Windows Server directement, avec les outils, l'AD, la DNS, le DHCP, etc. Et la version Data Center, alors la différence entre la standard et la Data Center, c'est juste une question de licence. Je ne vais pas forcément aller sur le sujet de la licence chez Microsoft, mais en gros, avec la version Data Center, vous pouvez déployer autant de VM que vous voulez dans la machine. Alors que la version standard, c'est une licence toutes les deux machines virtuelles. Voilà, c'est juste une histoire de tarif. Sinon, les deux versions font la même chose. Donc, à l'intérieur de cette version standard ou Data Center ou Hyper-V, voilà, vous déployez un rôle qui s'appelle Hyper-V, et là, après, vous pouvez virtualiser. Donc, on peut l'administrer comment? Hyper-V, on peut l'administrer en interface graphique, hein, comme c'est du Windows, comme tout rôle ou toute chose, on peut l'administrer en interface graphique. Ou alors, si vous êtes vraiment très motivé, vous pouvez y aller en PowerShell. Alors, il faut savoir que dans Windows, on peut tout faire en PowerShell. C'est ça qui est puissant.
C'est comme Linux, hein, tout se fait en ligne de commande. Donc, vous pouvez tout automatiser. Vous pouvez automatiser vos créations de machines virtuelles, exactement ce que vous voulez dedans, par des simples scripts. Voilà, ça peut être utile si jamais vous avez un gros parc et que vous voulez déployer une machine virtuelle en un clic. Vous pouvez très bien le faire avec une page HTML. Vous programmez en PowerShell derrière. Vous créez votre template, vous mettez la RAM, le processeur exactement, ce que vous voulez. Vous faites créer et paf, ça vous crée votre machine virtuelle si vous avez fait le bon script PowerShell qui tourne derrière. Donc forcément, là j'ai dit qu'on pouvait virtualiser avec une machine, mais l'intérêt de la virtualisation, c'est le fait de pouvoir faire des clusters. Donc c'est-à-dire que par exemple, une machine physique, on peut très bien se dire, OK, je prends une machine physique, je mets deux processeurs Xeon Gold ou Platinum si on a de l'argent dedans, et je mets 700 Go de RAM. Et ben, effectivement, on peut faire ça. Alors ça va fonctionner. Mais quid de si jamais vous avez une panne ou autre, ça va être compliqué parce que si jamais vous avez qu'un seul serveur, s'il tombe en panne, bah, vous avez toute une machine qui tombe en panne. Voilà, c'est logique. Donc le conseil, c'est plutôt de segmenter réellement les serveurs. Donc vous en achetez deux, trois, vous les mettez en cluster. Donc cluster, c'est quoi? En fait, c'est un regroupement de serveurs qui va servir à la même chose. Voilà. Donc les machines virtuelles, elles vont être segmentées. Par exemple, si vous avez 20 machines virtuelles et que vous avez trois serveurs, vous allez mettre, on va dire, 7 machines virtuelles par serveur. Comme ça, vous allez séparer et vous allez maximiser en gros, votre taux de disponibilité. Comme ça, si jamais vous avez un serveur qui lâche, les machines pourront basculer sur l'autre et inversement. Donc ça possède. Hyper-V possède des outils intégrés pour la sauvegarde qu'on ne recommande pas forcément, puisque c'est des outils assez basiques. Ça ne va pas forcément faire ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous allez sauvegarder la machine virtuelle dans son intégralité. Donc ça, c'est pratique aussi avec la virtualisation, contrairement à une machine physique. Alors à l'époque, avec une machine physique, on avait des sauvegardes sur bande, vous avez les fameuses petites DAT 72 ou le LTO, qui est plus récent. Vous pouviez sauvegarder aussi sur des NAS. Mais le problème, c'est que si jamais vous avez une panne sur cette machine physique, si jamais vous voulez la remonter, eh ben, il faut réinstaller un système et ensuite réintégrer des fichiers. Donc, vous allez perdre beaucoup de temps. Alors qu'avec la virtualisation, quand vous sauvegardez le système, vous sauvegardez l'entièreté du système. Donc, si vous le restaurez, vous n'avez aucune installation à faire, juste le temps de la restauration et tout repart directement. Voilà, tout est déjà installé. Donc, Hyper-V possède des outils intégrés pour la sauvegarde. Donc, la sauvegarde Windows, hein, toute simple. Mais ça va vous sauvegarder les blocs directement. Donc, si jamais vous avez envie de récupérer un seul fichier à l'intérieur ou, je ne sais pas moi, un utilisateur Active Directory, un mail sur un serveur Exchange, n'importe quoi, il va falloir que vous restauriez l'intégralité de la VM, du coup, directement. Ce qui est peut-être un peu problématique. Même si vous la séparez du réseau et que vous la débranchez pour restaurer, ça va quand même vous faire pas beaucoup de temps. Donc, ça possède des outils intégrés Hyper-V, mais ce n'est pas forcément très intuitif à utiliser. Donc, on peut également installer Hyper-V, il faut le savoir, sur des postes clients. Chez vous, si vous avez envie de vous amuser un petit peu, vous pouvez installer Hyper-V sur votre Windows 7. Je crois que c'est à partir de la version professionnelle, hein, parce que je ne crois pas que la version familiale le propose. Vous allez dans Programmes et fonctionnalités, vous ajoutez le package Hyper-V, pour peu que la virtualisation soit activée dans votre BIOS, bien sûr. En général, pour les postes serveurs, ça l'est, mais peut-être pas forcément pour les postes clients. Et vous pouvez virtualiser ce que vous voulez pour vous faire un lab chez vous, sur votre poste client directement Windows. Donc, pour parler de VMware ESXi, donc c'est un système aussi, c'est un système packagé complet, donc c'est voilà, c'est un fichier ISO à déployer sur un serveur, et c'est aussi sous Linux. Donc, par contre, VMware, contrairement à Hyper-V, possède des outils un peu plus avancés pour la sauvegarde et la mise en cluster. Donc, vous avez donc VMware ESX, qui est réellement l'hyperviseur qui va s'installer sur une machine physique. Et vous avez la notion de cluster, c'est l'orchestrateur encore au-dessus, qui s'appelle vCenter, qui lui va servir à quoi? Il va servir à prendre tous vos petits serveurs ESX et à les mettre dans une seule grappe, comme si vous aviez qu'un système à gérer. Donc, du coup, c'est plus simple. Vous pouvez ajouter vos serveurs ESX dans votre vCenter et comme ça, automatiquement, vous pouvez gérer toutes vos machines virtuelles à un seul endroit. Vous n'êtes pas obligé de vous connecter au serveur physique 1 pour gérer la machine virtuelle 1 ou au serveur physique 2 pour gérer la machine virtuelle 2. Voilà, c'est réellement une mise en cluster avec vCenter. Bon, ça ne fait pas que ça, hein, ça fait d'autres choses. Ça permet de migrer les machines, par exemple, à chaud. Ça permet de migrer le stockage à chaud selon la licence de VMware qu'on a. On peut migrer la machine virtuelle à chaud.
On peut aussi activer un module qui s'appelle VMware Réplication, qui là, ça permet, avec l'aide d'un stockage externe, de répliquer les machines en temps réel. Vous pouvez définir 5 minutes, toutes les 10 minutes, toutes les quarts d'heure, toutes les heures, ce que vous voulez. Comme ça, s'il y a le moindre souci, vous pouvez revenir 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes en arrière, directement. Et ça, c'est intégré dans VMware, contrairement à Hyper-V, sous réserve de souscrire la bonne licence qu'il faut. Donc ça s'administre comment? Alors auparavant, ça s'administrait avec un client lourd, donc on installait directement le vSphere client sur le poste où on voulait administrer le serveur VMware. Donc il fallait installer un client sur le poste directement et se connecter à l'adresse IP du serveur VMware. Maintenant, ils ont un petit peu changé ça. Depuis la version 6.5 de mémoire, maintenant c'est, même je crois qu'on pouvait aussi le faire sur la 6.0, mais sur la partie réellement de la 6.5 et 6.7 et 7, maintenant, tout s'administre en full web. Vous ne pouvez plus, et vous n'avez plus d'ailleurs la possibilité d'administrer du VMware en client lourd. Voilà, tout se fait en interface web directement. Donc l'interface web maintenant sur la 7.0, elle est plutôt aboutie. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Toutes les fonctions, on peut tout faire à partir de l'interface web. Pour parler un peu de Proxmox, donc c'est un logiciel libre. Il est gratuit, forcément. Après, il y a un support technique qui peut être payant. Vous pouvez payer le support technique pour vous aider. Parce que tout à l'heure, je parlais de forums, mais il y a aussi un support technique payant. Donc, c'est un système aussi qui fonctionne sous Linux. Alors, il est compliqué forcément à appréhender parce que tout ce qui est gratuit, forcément, c'est plus compliqué à appréhender. Mais ça, comme je vous disais, ça possède une communauté assez solide. Et depuis peu, il y a un outil de sauvegarde qui est disponible pour sauvegarder directement vos machines virtuelles. Ça s'appelle Proxmox Backup. Donc voilà, il n'y a pas de support technique gratuit, c'est réservé à un public averti et surtout qui possède du temps. Donc après avoir fait le tour de tous les de tout ça, de tous les hyperviseurs, maintenant on va voir quand même quels sont les avantages de virtualiser tous les systèmes. Donc ça permet de réduire, donc ça parlera pas trop aux techniques, mais ça parlera un petit peu plus haut, hein, aux directeurs financiers. Effectivement, ça peut être bien d'avoir des arguments. Donc ça permet de réduire les coûts matériels, forcément, parce qu'au lieu d'avoir 10 serveurs physiques, vous en avez qu'un, ou deux, ou trois, pas beaucoup plus en général. Ça réduit les coûts matériels et surtout le coût électrique. Hein, c'est pas négligeable d'avoir 10 serveurs qui tournent ou deux ou trois, c'est pas du tout le même coût au final. Donc vous aurez des coûts électriques moindres à ce niveau-là. Et effectivement, la maintenance est aussi facilitée, puisque au lieu de faire une maintenance directement sur 10 serveurs physiques, surtout au niveau matériel, puisque ça, on n'est jamais à l'abri d'un problème, on fera la maintenance sur 2 ou 3 serveurs physiques seulement. Donc la sauvegarde, comme je le disais tout à l'heure, sauvegarde restauration simplifiée, ça sauvegarde l'intégralité de la machine. Quand on veut la restaurer, ça restaure l'intégralité de la machine directement. Il n'y a plus besoin de refaire une installation totale, vierge, et de réintégrer ensuite tous les programmes manuellement. Donc une meilleure disponibilité avec la redondance, c'est-à-dire que par exemple sur Hyper-V, vous pouvez aussi faire un cluster d'Hyper-V, donc vous avez 2 ou 3 Hyper-V. Pour VMware, vous faites un cluster de 2 ou 3 ESX avec des centers. Donc meilleure disponibilité, si jamais vous pouvez mettre en place des systèmes automatiques, donc que ce soit sur Hyper-V ou sur VMware. Si jamais il y a un serveur qui tombe en panne, automatiquement les machines sont déplacées sur un autre encore en service. C'est ça que c'est surtout très utile. C'est pour ça que c'est utile les clusters. C'est qu'en gros, vous n'avez pas réellement de perte voilà, de connectivité. Et j'ai fait des tests personnellement et d'autres ont fait des tests en faisant un simple ping sur une machine. Si réellement, si vous débranchez un serveur, le ping, il n'y a aucune perte de ping constatée. Donc c'est vraiment puissant. Les machines sont réellement voilà, c'est invisible pour l'utilisateur. L'utilisateur final ne verra pas qu'une machine est tombée en panne. Donc la migration facilitée, effectivement, si jamais vous avez envie de changer d'infrastructure, hein, pour migrer vers une infrastructure un peu plus moderne, eh ben, vous pouvez facilement rajouter des grappes à votre vieille infrastructure pour pouvoir migrer vos machines entre les deux directement. Vous avez aussi un lab à portée de main, c'est-à-dire que vous pouvez aussi faire des machines cloisonnées au niveau du réseau, puisque les cartes réseau elles sont aussi virtualisées. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez une carte réseau physique derrière le serveur qui, elle, va faire passer le flux de une ou plusieurs machines virtuelles. Mais vous pouvez aussi cloisonner vos machines, c'est-à-dire que vous ne paramétrez pas de réseau sur vos machines virtuelles. Donc, vous pouvez facilement déployer ou tester une machine hors production
pour vous assurer qu'elle fonctionne bien avant justement de la mettre disponible sur votre réseau. On ne sait jamais. Et aussi, vous pouvez facilement cloisonner une machine vérolée directement. Donc, voilà, on a évoqué un peu les avantages, on a évoqué un peu la virtualisation. Donc, ce qui est aussi important, c'est le PRA. Donc, le PRA, c'est un plan de reprise d'activité. Donc, c'est quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire que ça permet c'est la vitesse de remise en place de votre infrastructure après ce qui peut arriver, n'importe quoi, un sinistre, une inondation, un vol, tout. Enfin, on n'est jamais à l'abri de rien. Donc, le PRA, ça va servir à vous dire combien de temps, voilà, c'est ça, donc c'est le RTO, il va falloir vous poser la question du combien de temps au maximum j'ai envie que, au maximum, mon infrastructure ne soit plus disponible, donc c'est le RTO. Donc, plus le temps est court, hein, plus ça va vous coûter cher, ce qui est logique. Donc, si jamais vous vous dites, OK, je peux me permettre une coupure de prod de 1 jour ou de 2 jours, voilà, on mettra en place telle solution. Si jamais vous vous dites, non, moi je veux 1 heure ou 2, voilà, il y aura telle solution qui seront mises en place. Donc, forcément, plus le temps est court, plus il vous faudra une infrastructure conséquente et plus ça vous coûtera cher. Donc, comme je le dis, ça peut paraître logique, mais si jamais vous avez envie d'avoir un site, une infra sur un site et une infra sur un autre site, il vous faut la même configuration serveur. Voilà. C'est pour éviter les problèmes de compatibilité. Donc, pareil pour les clusters, hein, si jamais vous mettez plusieurs serveurs en cluster, il faut vraiment essayer de respecter au moins le modèle de processeur et le même nombre de gigas de RAM et le même nombre de gigas d'espace disque. Parce que sinon, si jamais vous avez moins d'espace disque ou moins de RAM sur le deuxième serveur et qu'il y a une panne et que les machines doivent se balancer dessus, il risque d'avoir un problème, vous risquez de ne pas avoir assez de ressources pour balancer vos machines dessus. Donc, il y a différentes technologies pour les plans de reprise d'activité qui sont disponibles avec les différents éditeurs. Donc, vous avez chez Microsoft la technologie Hyper-V et Replica. Donc, ça sert à répliquer. Donc, c'est la réplication de machines virtuelles. Donc, vous avez un serveur à un endroit, un serveur à un autre endroit. Automatiquement, le flux qui est conseillé, c'est d'avoir une fibre entre les deux. Alors, on est d'accord, parce que si vous avez de la DSL, ça risque d'être compliqué. Donc, si vous avez vraiment une fibre dédiée entre les deux sites, c'est ce qui est conseillé. Ça va permettre de répliquer le flux de la machine du site A vers la machine du site B. Donc, la machine du site B est coupée. Hein, réellement, c'est une machine qui est à l'arrêt. Et donc, ça va répliquer en temps réel ou alors tout ce que vous avez défini, toutes les 5 minutes, toutes les 10 minutes, ça va répliquer les données de la machine virtuelle. Comme ça, si jamais la machine virtuelle plante ou n'est plus disponible ou ne démarre plus, vous pouvez facilement la redémarrer sur le site distant. Ou si un sinistre, n'importe quoi. Donc, chez VMware, il y a aussi la même chose. Ça s'appelle VMware vSphere Réplication. Ça fait la même chose que Hyper-V Replica. Ça permet de transmettre le flux en temps réel, les modifications effectuées sur la machine virtuelle sur un site distant. Donc, on a parlé du PRA. Maintenant, on va parler de la sauvegarde. Donc, la sauvegarde, quels sont les intérêts? Je pense que ça coule de source. Donc, les intérêts de la sauvegarde, il faut savoir que les solutions de réplication ne sont pas des solutions de sauvegarde. C'est un peu comme le RAID. Hein. Quand vous mettez un système RAID sur un serveur ou un NAS, ce n'est pas une sauvegarde. Alors, pourquoi on dit que ce n'est pas une sauvegarde? Pour la simple et bonne raison que si jamais vous avez une défaillance dessus, au niveau logiciel, pas matériel, par exemple, je ne sais quoi, un CryptoLocker, par exemple, hein, c'est la mode en ce moment. Vous avez un CryptoLocker sur votre machine, le CryptoLocker, si vous avez une réplication, il sera répliqué également. Voilà. Donc le problème se réplique aussi. Si vous avez un problème logiciel, il sera répliqué. Donc la sauvegarde, ça a un intérêt à ce niveau-là. Ça sert à revenir en arrière, justement, en cas de problème. Une date antérieure, ou une date antérieure, voilà, un moment antérieur dans la journée ou dans la semaine, selon ce que vous avez configuré vous-même dans votre sauvegarde. Donc voilà, ça sert à récupérer une machine défaillante aussi également. Pas que logiciel, mais ça peut être aussi matériel. Donc les solutions de sauvegarde qui sont proposées, donc vous avez Azure Backup, donc le cloud. Donc c'est surtout lié à Microsoft, hein, forcément, vu que ça s'appelle Azure. C'est Microsoft qui le propose. Donc c'est un coût à l'utilisation. Donc c'est-à-dire que le système est gratuit.
réellement, il est gratuit tant que vous ne l'utilisez pas. Donc vous pouvez sauvegarder ce que vous voulez dessus, voilà, ça sera tout à fait gratuit. Seulement, le jour où vous avez besoin de restaurer quelque chose, là, ça sera facturé au giga ou au téra. Donc la possibilité de conserver les données pendant 99 ans et plus. Voilà, ça c'est commercial. Je n'ai pas été testé parce que je ne sais pas si je vais pouvoir le tester, mais c'est voilà, pendant 90 ans et plus. Vous avez une autre solution que Azure Backup. Donc là, l'Azure Backup, c'était dans le cloud. Mais là, Vim Backup et Réplication, c'est quelque chose, c'est une solution logicielle. Donc, c'est quelque chose que nous, on vend, qui est très répandu et très connu. C'est une solution de sauvegarde de machines virtuelles. Donc, avec Vim Backup et Réplication, donc par la société Vim, vous pouvez sauvegarder de l'Hyper-V ou du VMware. On ne peut pas sauvegarder du Proxmox, par exemple. Ça ne fonctionne pas. Mais on peut sauvegarder de l'Hyper-V ou du VMware. Et vous avez aussi la possibilité de sauvegarder manuellement vos fichiers. Donc, vous pouvez aussi prendre les fichiers de vos machines virtuelles et vous pouvez les sauvegarder vous-même sur un disque externe, sur un lecteur de bande, ce que vous voulez. C'est plus compliqué, on est d'accord. Et surtout, si jamais vous voulez restaurer, bah c'est pareil, il va falloir restaurer l'entièreté de la machine avant de pouvoir récupérer ce que vous voulez à l'intérieur. Donc, pour aller un peu plus loin, Azure Backup, ça nécessite la création d'un compte sur la plateforme directement Microsoft, forcément. Ça nécessite aussi l'installation d'un agent sur les serveurs que vous voulez sauvegarder. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, il suffit simplement de paramétrer la sauvegarde avec ce que vous voulez sauvegarder à l'intérieur et quand vous voulez le sauvegarder et combien de rétention vous mettez. Voilà, vous avez une petite interface graphique directement sur votre serveur Windows. Vous avez Vim. Donc, Vim, ça nécessite l'installation d'une console de gestion directement sur. Bon, alors après, c'est selon. Soit vous réservez une machine virtuelle pour Vim, soit vous l'installez directement sur votre serveur qui héberge le rôle Hyper-V, comme vous voulez. Donc, ça a un coût annuel, Vim, selon le nombre de processeurs et le nombre de machines à couvrir. Mais par contre, Vim propose énormément de fonctions de sauvegarde. C'est-à-dire que avec Vim, vous pouvez réellement aller jusqu'à sauvegarder un mail. Voilà, réellement. C'est-à-dire que je vais dedans, je vais dans mon serveur Exchange, dans ma sauvegarde, je vais sélectionner un mail, je fais restaurer et ça remet le mail exactement au même endroit qu'il était. On peut vraiment aller jusqu'au. Ça vous montre un peu l'étendue du produit. C'est un exemple, il y en a d'autres. Et on peut aller vraiment jusque-là. Donc, restaurer un mail, restaurer un utilisateur Active Directory. Enfin, voilà, on a énormément d'options. Restaurer un fichier, forcément. On peut aussi lancer une machine virtuelle à un état, à un instant T. C'est-à-dire que si jamais vous avez un serveur qui a planté, il suffit juste d'aller dans Vim, vous faites mise en route, en gros, de la machine directement et ça va vous lancer votre machine virtuelle à l'état de la sauvegarde directement et vous la mettre directement en production. Donc à un état dégradé, parce que forcément, si votre restauration va se faire sur, en général, vos sauvegardes, elles sont sur un NAS, qui n'est pas forcément aussi puissant que le serveur, mais ça s'appelle de l'instant, voilà, de l'instant VM. Donc c'est une fonctionnalité de chez Vim qui vous permet de remettre en route une machine virtuelle en moins de 5 minutes directement en production. Ça peut être intéressant. Et après, il y a d'autres outils. Vous pouvez sauvegarder aussi sur un lecteur de bande. Vous pouvez sauvegarder sur un NAS. Vous pouvez sauvegarder sur le cloud, donc avec des services comme Amazon ou OVH directement. Vous pouvez sauvegarder sur pas mal de supports. Donc, je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous invite maintenant à poser vos questions si vous en avez. Et je suis donc à votre disposition. Apparemment, j'ai été plus que clair, il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question.
Bon, bah, s'il n'y a pas de questions, du coup, je vous propose de rester avec nous pour les prochains épisodes. Donc là, je vous mets les thèmes qui apparaissent ici, voilà, avec les liens pour vous connecter dessus directement. Donc, bah, je vous invite à continuer cette journée cyber expert avec nous. Et je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous dis à bientôt.